3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazichir est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Turgeman de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management, et Vincent Juvin avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bon. L'idée, je le disais, n'est pas de verser dans le catastrophisme ou dans la fin du mondisme total, mais de prendre quand même la mesure des enjeux macroéconomiques et des changements structurels, peut-être, qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans nos économies aussi bien développées qu'émergentes. Et pour cela, évidemment, les dernières prévisions de la Banque mondiale et du FMI sont des rapports qui matérialise, qui consacre un petit peu ces enjeux. Je vous lis une phrase qui m'a marqué, alors du chef économiste du FMI, français d'ailleurs, saluons-le, qui montre l'excellence française en matière de sciences économiques, Pierre-Olivier Gourinchas, et c'est la phrase qui me marque, au-delà de la baisse de prévision pour la croissance mondiale, donc à 3,6% prévue cette année désormais. La guerre s'ajoute à une série de chocs d'offres qui a frappé l'économie mondiale ces dernières années. Crise pandémique, bien sûr, telles des ondes sismiques, ces effets vont se propager profondément et loin via les marchés de matières premières, via le commerce mondial, via les relations financières entre pays, ce qui fait craindre à terme des séquelles permanentes issues de la crise du Covid. L'idée de ces cicatrices irréversibles, l'idée de ces séquelles permanentes, c'est ce qu'on voulait à tout prix éviter justement à l'issue de la crise pandémique. Et visiblement, la crise géopolitique générée par la guerre en Ukraine remet cette idée-là un petit peu au centre du jeu aujourd'hui, Vincent. Oui, alors des séquelles, certes, mais on peut voir un certain nombre de séquelles négatives. Elles sont évidentes. Je pense qu'elles sont largement commentées aujourd'hui. On en mesure toute l'intensité sur le plan économique avec ces révisions à la baisse des perspectives de croissance. Maintenant, un certain nombre de perspectives ou de séquelles qui sont, pour moi, positives aussi. Bon, j'ai tendance à être un économiste optimiste, donc je vais peut-être m'efforcer aussi de voir le verre à moitié plein à certains égards. On vit une crise tout à fait particulière. On voit une inflation très forte, un choc énergétique très fort, eu égard à la crise en Ukraine, dont on ne sait pas évidemment combien de temps elle durera et quelle en sera son intensité encore dans un mois. Et ceci m'inquiète particulièrement, parce que là c'est hors de notre champ de compétences. Oui, petite parenthèse, personne ne joue au jeu de pronostiquer la fin de la crise voilà, avec la Russie de Vladimir Poutine. Imaginons ici ce choc énergétique de longue durée qui impacte durablement la croissance. Finalement, dans l'histoire récente de l'humanité ou de l'économie, c'est une redite des années 70. Nos parents peuvent en témoigner à nombre d'égards. On est passé outre ces années 70. Ça a été pour nombre d'entre eux une période pas agréable à vivre. Mais enfin, ça a été quand même finalement une période qui a jeté finalement les grains aussi de période beaucoup plus faste par la suite. Une période où en effet on a dû s'adapter à une situation inouïe. On a dû en tout cas réduire notre intensité énergétique ou intensité en énergie fossile. Moi je regarde encore, et c'est un graphique qu'on a publié dernièrement dans le guide des marchés chez JP Morgan, l'utilisation de pétrole par habitant a diminué d'un tiers dans les décennies des années 70. Certes, la France a connu une récession terrible, 74-75 à l'époque, mais enfin après cela, je veux dire, on est tous là pour en témoigner, il y a eu de très très belles années sur le plan économique aussi. Donc, comme à chaque crise, je dirais, il y a cet aspect de destruction créatrice. Je note qu'il y a évidemment pas mal de destruction et sur le terrain, c'est déjà évident. Je note quand même avec enthousiasme le fait que cette crise nous force à prendre nos responsabilités. Et je mets souvent en exergue ce domaine de la transition énergétique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle de la guerre, on parle de l'inflation, mais on passe sous silence, et c'est le sujet de la présidentielle également actuellement, l'excellent bilan sur le front de l'emploi qu'on a aujourd'hui en Europe. On est dans une situation de plein emploi dans de nombreux pays. Même moi, dans mon pays aujourd'hui, la Belgique, où on avait un chômage, je dirais, structurellement élevé comme on l'avait en France, je note qu'en plein de secteurs, on cherche des gens. Enfin, encore pas plus tard, je lisais les nouvelles avant d'arriver sur votre plateau. L'aéroport de Bruxelles, qui est pourtant par Roissy ou Orly, 1000 emplois à pourvoir, on ne les trouve pas. Aujourd'hui, un jeune qui sort de l'université d'une grande école trouve un job, c'était pas le cas il y a 10 ans. Donc je voudrais aussi, voilà, c'est ça aussi les séquelles du Covid et de la situation actuelle. On est paradoxalement, du fait du vieillissement de la population, du fait que nos économies, nos pays, l'Europe a réinvesti également dans un appareil productif, en recherche et développement. Il y a aussi des perspectives d'emploi qui sont bien là. Et quelque part, le Covid a également, et on parlera de perspectives de croissance dans le futur, c'est vrai que ce qui se passe maintenant vient peser sur les perspectives de croissance, mais a été également un méga choc d'adoption des technologies par le plus grand nombre. Or, ceci
a priori, ce devrait être à terme un choc de productivité. Donc quelque part, il y a également dans la crise du Covid et ses séquelles, pour moi, quelque chose de positif pour le potentiel de croissance à terme. Alors, vous ne me comprenez pas, je n'ai pas mis des lunettes roses. Non, c'est pas le monde des bisounours, mais il y a un chemin vertueux possible. Il y a quand même un chemin vertueux, et moi, je retiens en tout cas un certain nombre d'enseignements positifs, en tout cas consécutif à la crise du Covid. Je dirais que même, j'ai un peu du mal à le dire, mais dans la crise qu'on vit aujourd'hui en Ukraine, regardez, enfin en tout cas ce défi sur le plan migratoire que connaît l'Europe aujourd'hui. Mais enfin, je pense que c'est un débat ardemment discuté aujourd'hui en France, mais la migration c'est une chance pour l'Europe quand on est face à des marchés de l'emploi aussi difficiles qu'ils ne le sont maintenant, difficiles en ce sens qu'on ne trouve pas les ressources humaines pour les alimenter. Moi je dis souvent sur ce plateau comme sur d'autres, petite histoire, que je fais des gros travaux de rénovation dans ma maison à Bruxelles. Que ferais-je aujourd'hui sans entrepreneurs ukrainiens? Qu'aurions-nous fait sans entrepreneurs polonais il y a quelques années? Donc il y a là aussi, mettons, ceci vient irriguer quand même des marchés de l'emploi européens qui étaient assez tendus. Ça nous amène sur le terrain politique, mais c'est peut-être une des différences avec justement le choc inflationniste des années 70 et la sortie heureuse que vous avez décrite. C'est quand même qu'il y a une fragmentation, une polarisation politique, géopolitique. Notez également dans le rapport du FMI, quand même un risque de fragmentation durable des grands blocs économiques mondiaux, et y compris sur le plan technologique, c'est un sujet. C'est-à-dire que si chacun se met à adopter des standards technologiques différents, ça atténue un petit peu peut-être la portée justement du choc technologique positif qu'on peut imaginer. Tout à fait. Mais maintenant, cette crise a eu pour effet, en tout cas la crise du Covid et celle-ci, de renforcer en tout cas égoïstement le projet européen. Et je pense que dans ce monde de grands blocs qui peut-être tantôt s'opposent de temps en temps, en tout cas moi je trouve que ça a été en tout cas quelque chose qui a permis à l'Europe de se solidifier, et notamment avec le fonds de relance européen discuté l'an dernier, en tout cas de reposer désormais sur des bases beaucoup plus solides pour le futur. On peut rester au niveau un peu prospectif, d'ailleurs c'est toujours intéressant intellectuellement. On peut revenir aussi à quelque chose de plus pragmatique derrière ce rapport et ce World Outlook du FMI aujourd'hui, de la Banque mondiale hier. Eric, je reviens à cette idée peut-être de séquelles structurelles, donc ça veut dire de changements structurels dans le fonctionnement de nos économies. On va retomber aux pâquerettes, parce qu'on a entendu redonner le moral. Non, juste un mot, les années 70... il y avait quand même l'URSS et les États-Unis qui se regardaient en chien de faïence, qui ont failli s'envoyer des missiles. On était à 2 doigts de la guerre nucléaire. Enfin, c'était pas si rose, quoi. Il y a eu des guerres. Le choc du pétrole, il était beaucoup plus grave parce qu'à ce moment-là, on était beaucoup plus dépendants. C'est ce qui a été dit. Aujourd'hui. 73, 74. Et puis en 73, ça a été énorme avec la guerre du Kippour. C'est là que ça a déclenché. Bon, donc voilà. On peut toujours voir tout en noir. Après, je rajouterais que... C'est pas forcément mieux avant, quoi. Non, c'est pas mieux qu'avant. Et les guerres, il y en a toujours eu. Nous, on a, sur le sol européen, un peu moins, mais enfin, il y avait quand même les Balkans en 92. C'était pas rien, c'était encore plus près que chez nous. Et puis, ça fait 8 ans que dans le Donbass, ils se tirent dessus. Tout le monde n'en a rien à faire. Enfin, n'en avait rien à faire jusqu'à maintenant, mais enfin, c'est... Donc malheureusement, on vit avec. Puis voilà. Une petite chose positive que je vois, c'est qu'il y a eu quand même union de l'Europe et de l'Occident d'une manière générale, mais de l'Europe, pour la première fois, avec d'ailleurs des pays complètement divergents, même politiquement, parce qu'on peut pas dire Viktor Orban, ça soit le même parti politique que les sociodémocrates allemands ou la France. Donc là, il y a eu quand même une unité. Dans les sanctions aussi, donc on voit qu'en pareil cas, on arrive à se réunir. Ça, c'est plutôt positif. Mais donc, du coup, je suis sorti de la question qui était... Non, la question était de commenter un petit peu l'idée, en fait, que le principal sujet d'inquiétude des investisseurs est désormais la croissance. C'était aussi dans une des enquêtes mensuelles de BofA auprès des fund managers. La guerre en Ukraine est reléguée comme 4e risque vu par les investisseurs. Le premier risque devient celui de la croissance mondiale, avec une conversation montante autour de l'idée d'une récession future, prochaine peut-être. De toute façon, on va y arriver. Aux États-Unis. On va y arriver, mais elle est plus ou moins presque décidée, programmée, parce que les banques centrales, face à la crainte... Alors, en 2008, elles ont eu peur de la récession. Donc, elles ont alimenté. Elles se sont dit, on verra plus tard, on écopera après. Bon. Et là, elles ont tellement alimenté qu'effectivement, il y a des craintes inflationnistes. Elles avaient commencé avant la guerre en Ukraine. Bon. Alors, disons que les investisseurs se disaient, on voyait les break-even qui finalement n'explosaient pas trop. Et on pensait qu'on allait finalement rester à des niveaux à peu près acceptables. Il y a eu derrière l'Ukraine. Les banques centrales se sont aperçues qu'elles étaient behind the curve, comme on dit.
elles ont voulu en rajouter et surtout en créer les anticipations d'inflation, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une anticipation d'inflation pour créer de l'inflation auprès des acteurs économiques. Donc, ils se sont dit, on n'a plus le choix, on va mettre le paquet. Alors, au début, c'était 3 hausses de taux, 5, 7, 9, 0,25, on parle de 0,75. Oui. On va sortir le bazooka, comme ça, en tout cas, on va calmer. Aux États-Unis, ça marche, puisqu'on s'aperçoit à peu près que les break-even d'inflation ne progressent plus. Ce n'est pas le cas en Europe, parce que là, on pense que la BCE est encore trop dovish, on va dire. Mais donc, finalement, quand on casse la croissance, quand on veut casser l'inflation, derrière des périodes d'inflation, il y a des périodes de fort ralentissement. Donc ça va arriver, effectivement. Alors on commence à voir 3,2, 3,6 de croissance mondiale, ce qui est encore pas mal d'ailleurs, ce qui est encore pas mal vu le contexte. Oui, bien sûr. Venant de 5,9, je le rappelle quand même, quasiment 6% en 2021. Une très forte croissance en 2021, une guerre en Europe, la Chine qui est à moitié paralysée avec des villes énormes en confinement total. Sortir 3,6 de croissance, ça sera encore pas si mal et les entreprises seraient heureuses avec ça. Ça leur permettrait d'afficher peut-être une croissance de bénéfices, en tout cas pas trop de pertes. Bon, donc le ralentissement, on va en avoir un, mais je crois qu'il est voulu. Voilà. Est-ce qu'on reste dans l'idée est-ce que le marché, quand vous lisez le marché dans sa globalité, est-ce qu'il y a une partie quand même du marché qui est encore dans le déni de l'idée que la croissance va ralentir jusqu'à peut-être seulement 3%, voire en dessous. Certains conjoncturistes sont peut-être sur l'idée qu'on sera sous 3% de croissance mondiale cette année. Je crois qu'on commence à le jouer, parce que quand on voit quand même les valeurs cycliques et financières qui se sont littéralement écroulées, quand on les regarde, on se rend compte que le marché commence à jouer une récession. Ces prix sur certaines cycliques sont cohérents avec l'idée d'une récession avec un très très fort ralentissement. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs au début, s'il y a un an on nous avait dit les taux américains vont être à 3 et le Bund va être à 1, on aurait dit le fameux cross value, c'est la value qui va marcher. Les banques d'ailleurs vont se refaire la cerise parce qu'elles vont retrouver des taux positifs et les valorisations des défensives, Hermès, Dassault, etc. vont pâtir d'une fait que l'actualisation de leurs bénéfices futurs va se faire avec des taux plus élevés. Et finalement, là, depuis la guerre, c'est à peu près stable, quoi. La value surperforme depuis le début de l'année, mais c'est pas autant que ce qu'on aurait pu penser avec ces taux d'intérêt-là. L'invasion de l'Ukraine a marqué quand même une rupture pour pas mal de secteurs value, notamment à la banque, secteur bancaire, évidemment. Banque et guerre ne font pas très bon ménage jusqu'à présent. Gilles, vos commentaires sur la situation, est-ce que vous disent vos outils d'analyse chez Equity GPS aujourd'hui de cette inquiétude globale maintenant sur la croissance? Donc des révisions à la baisse des taux de croissance anticipés, quelque part, ça a des vertus. Ça a des vertus parce que des croissances économiques, des croissances inflationnistes de M2, M3, M4 extraordinairement exceptionnelles qui ont prévalu en 2020 pour sortir de la crise Covid. C'est pas quelque chose de très durable et c'est un déséquilibre. On a créé un déséquilibre. Je rappelle que la sortie de la récession a été en V extraordinairement rapide. Il est possible que le ralentissement soit plus rapide qu'espéré et c'est toujours désagréable de toute façon dans le principe de ralentir. Et ça en plus avec un choc inflationniste inconnu en termes de matières premières générales non vu depuis 40 ans. Et ses conséquences sociales et donc politiques dans tous les pays du monde. Ça, à partir du moment où on s'intéresse à la partie de la population et des consommateurs qui gagnent moins que le revenu médian, eh bien on se rend compte que là on a des sujets de pouvoir d'achat. Et ces sujets de pouvoir d'achat affleurent à chaque échéance électorale, mais également après les échéances électorales, et ça crée des environnements d'instabilité accrue, mais ça a toujours été le cas. Donc un ralentissement plus en effet donc choc inflationniste, il y a quand même pas mal de vent de face sur les perspectives de résultats de beaucoup d'entreprises.
dans beaucoup de secteurs, et puis conjugué avec une forme de compression des valorisations d'équilibre pouvant être attendues, et ça lié au fait que les taux continuent de monter dans un contexte de ralentissement à anticiper. Donc ça, la séance du jour est marquante de ce point de vue-là, parce qu'on prend 10 bips sur le 10 ans allemand, alors qu'on est en train de décrire quand même une forme, vous disiez, de ralentissement prononcé de la croissance. Mais ça, donc, mais si on va au-delà du marché dans son ensemble, qui a un indice de torchons et de serviettes et de choses très très différentes, on peut se rendre compte que si on part du principe d'essayer de se mettre du bon côté de l'inflation, entre guillemets, de se positionner du bon côté de l'inflation, et donc du côté du nouveau pricing power, il y a énormément d'entreprises magnifiques, bien gérées, qui dans le monde bénéficient de la situation actuelle. Est-ce que c'est ponctuellement ou est-ce que c'est structurellement donc là, il y a un travail à faire par tous les investisseurs institutionnels, tous les analystes financiers, pour savoir quelle est la permanence. Est-ce que c'est un changement de régime pérenne ou à espérer en long terme ou pas? Mais toujours est-il que nous, on a toujours, encore aujourd'hui, au moins 20% des entreprises qu'on suit dans le monde qui sont à la fois sous-évaluées par rapport à leur propre historique de très long terme et qui bénéficient d'une dynamique de perspective attractive. Et donc vous dites, quand on fait les maths, quand on fait ses devoirs, avec un bon stock picking, on est capable de construire des portefeuilles actions, j'entends. Très solide, très robuste. Solide, résilient, et même qui délivrent peut-être de la performance positive encore dans des marchés qui sont, alors en bear market ou pas, j'en sais rien, mais dans des marchés qui sont baissiers. Oui, la performance relative, oui, et parfois de la performance absolue. Un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, le secteur de l'énergie ou celui des intrants pour l'agriculture. Oui. Et bien de là, il y a beaucoup d'entreprises, pas toutes, mais dont les perspectives de chiffre d'affaires augmentent de façon phénoménale. Et donc les perspectives de profit, de façon extraordinaire. Et on peut imaginer fiablement que la demande en face de cette offre tienne. Parce que je veux dire, à un moment, vous le dites vous-même, la question du prix... Il y a une partie ponctuelle qui peut être liée, en effet, aux problématiques additionnelles de la guerre en Ukraine, qui vient impacter beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises dans le domaine des biens intermédiaires. Mais il y a plus structurellement un problème qui peut rejoindre celui de la transition énergétique à moyen terme. Un de mes exemples préférés, c'est les entreprises de gaz norvégiens par rapport à l'importation de gaz russe beaucoup moins cher en Europe. Donc nos amis européens, la Commission a fait état de projets de réduire drastiquement la sensibilité aux importations des gaz, notre dépendance au gaz russe. Mais honnêtement, ça ne peut pas être fait aussi rapidement que nos amis bruxellois veulent le faire croire, sauf récession. Mais en tout cas, il est évident que les politiques fixent un cap et ensuite les entreprises et les États percoleront tout ça et essaieront d'y arriver. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce que l'Europe préfère importer du gaz très peu cher de Russie dans des conditions économiques, environnementales, d'ESG désastreuses, ou d'importer plus cher une matière première qu'on utilisera de plus en plus parcimonieusement, car elle sera plus chère, car elle est plus chère, produite à côté de chez nous, dans des pays au PNB par habitant 2 fois celui de la France et au credential ESG exceptionnel. Le prix de nos valeurs, pour citer le livre des économistes Augustin Landier et David Tesmar. Absolument. Voilà. Absolument. Quelles sont nos valeurs et quel prix est-on prêt à payer? Donc là, on est en effet dans un corner, d'un point de vue stratégique et politique, et de ce point de vue-là. Maintenant,
les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises norvégiennes de gaz qui sont cotées en bourse, et il suffit de regarder leur performance. Elle a été exceptionnelle depuis 1 an, et leur valorisation reste peu chère, et les ROE sont en train de dépasser ceux de Hermès, LVMH. C'est les nouvelles valeurs du luxe, d'une certaine manière. En tout cas, c'est rare. Si vous les comparez, en tout cas c'est très ce rare. groupe de valeurs. En tout cas, c'est très rare. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça sera pérenne, mais là, on a eu brutalement une capacité à maximiser ses marges qui a changé de camp. Sur les marchés actions, Eric, comment vous regardez alors les tendances qui sont parfois compliquées à lire, mais voilà, au milieu du bruit, est-ce qu'il y a des signaux quand même forts ? Parce que tout n'est pas acheté dans les marchés actions. On regarde les indices, et c'est vrai que les indices, comme le disait Gilles, c'est un peu torchon, serviette, carotte, chou, etc. Mais il y a quand même des secteurs. La santé est au plus haut historique, par exemple. Oui, mais quand on regarde sur longue période, les marchés sont encore quasiment au plus haut historique. Évidemment, si on regarde sur 1 an, alors ça dégringole, notamment le Nasdaq perd 15%. Mais vous faites une courbe sur 20 ans, il faut une loupe pour voir la consolidation, mais vraiment, je vous le dis parce qu'on a fait un comité ce matin, puis sur de longues, on disait mais elle est où la consolidation ? On croyait que c'était pas la bonne échelle. C'est rien du tout, donc ça reste très très élevé avec des secteurs encore très très bien valorisés. Et alors, le pauvre secteur bancaire qui avait rebondi l'année dernière, et on se dit c'est enfin son tour grâce à l'hausse des taux, boum, il est reparti. Donc oui, il y a une dichotomie, il y a des... alors, je ne vais pas rentrer comme je suis dans toutes les valeurs, je connais pas suffisamment, mais il y a des rendements pérennes, fabuleux sur pas mal de valeurs, 7, 8, 9%. Donc, il y a encore même sur les cycliques, moi je pense qu'il y a eu l'exagération, notamment sur l'auto. Ah oui. Alors, L'auto, il y a... Parce que pourtant, on nous dit les carnets de commandes sont là. oui, bon, alors les Et il y a un vrai sujet sur la demande, peut-être. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas fournir aujourd'hui. Voilà, les carnets de commandes sont là, mais il leur manque les composants. Aujourd'hui, vous sortez d'ici, vous allez dans un garage, il faut 1 an. Pour, Et donc quoi, le risque, c'est que la demande s'évapore à un moment ? Je pense pas, non, je ne pense pas, mais enfin, c'est un peu une perte d'opportunité, c'est des problèmes de trésorerie, enfin, c'est jamais plaisant de ne pas pouvoir livrer, quoi. Donc, ils ont ce problème-là. Oui, la santé est au plus haut. Quant à la techno, ça va revenir, je pense. Voilà. À quelles conditions ? Alors, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui fera les prix. demain que les investisseurs retrouveront de l'intérêt ? Les prix. Mais les prix, Tels parce que les que... prix pour... Non, mais le Nasdaq, tout le monde parle du Nasdaq, mais le Nasdaq, il faut savoir qu'il y a, je ne vais pas dire de bêtises, mais la moitié du Nasdaq qui a chuté de 50%. Et plus que ça. Oui. Donc en fait, ça tient avec 5 valeurs, les fameuses GAFAM. Mais là aussi, alors, il y a certainement là-dedans les dot-com de l'an 2000 qui sont mortes, et il ne faut pas aller dessus, mais ça m'étonnerait que sur l'ensemble du Nasdaq, la totalité des valeurs qui ont perdu 50% mérite ce sort. Voilà. Donc je suis incapable de vous dire lesquelles, mais il y en a. Voilà. Ouais. C'est à Gilles de nous dire lesquelles. Donc Ces outils de screening. il y a dans ces marchés, dans cette ambiance un peu gloomy, morose, il y a aussi ce sont des marchés d'opportunités. C'est d'ailleurs comme ça que... Voilà. Et quant au... Alors, le marché se tient. Ça peut paraître assez étonnant quand même, parce qu'il se tient avec une guerre quand même, et la remontée des taux. Il se tient. Alors, bon, on peut donner toutes les explications. Moi, je pense que pour l'instant, il y a quand même toujours l'effet, la fin de l'effet TINA. C'est-à-dire, on se dit, si les taux doivent continuer à monter, je ne sais pas quelle est l'anticipation des investisseurs, mais enfin, globalement, on disait oui, 3% aux États-Unis, 1 en Bund, c'est touché, mais enfin, commencer à avoir ce niveau-là. Donc jusqu'à maintenant, les investisseurs se disent, pourquoi je vais aller acheter du 10 ans américain à 2,60 s'il doit aller à 3 ? Je vais perdre en évaluation. Donc on va attendre. Il y a de l'inflation, donc on cherche les hedges contre l'inflation. Les 2 grandes classes d'actifs, ça reste les obligations et les actions. On peut toujours diversifier sur de l'or ou autre, mais bon. Donc à un moment donné, si vous pensez que les taux continuent à monter, vous êtes sur les actions. Là où ça peut se compliquer, c'est si on a à la fois donc, la perception que les taux sont au plus haut et qu'ils vont redescendre, auquel cas le placement alternatif en obligations commencera à être intéressant, se dire 3% aux États-Unis, si je ne pense plus que les taux montent. Si vous pensez qu'ils vont à 4 ou 5, c'est pas la peine de le regarder. Si vous pensez que 3, c'est le sommet, vous ne pouvez plus perdre en évaluation, vous faites 3% de rendement,
qui est le rendement d'ailleurs des actions européennes. Et là, ça commence à se regarder. Donc le risque, il peut commencer là, surtout si on parlait de 3,2, 3,6 de croissance, si les prochaines publications, c'est 2,5, 2,6. Parce qu'à ce moment-là, à 2,5 de croissance mondiale, vous n'avez pas de progression des résultats des entreprises. Ça n'existe plus. Vous avez récession des profits. Donc c'est ça. Le moment où où l'obligataire retrouvera de l'intérêt chez les grands allocataires d'actifs, c'est peut-être là où il faudra s'inquiéter un peu plus pour les marchés actions. Parce qu'il peut y avoir des flux qui se rebalancent, d'autant plus qu'à ce moment-là, ça sera forcément des révisions de croissance économique. Je voyais, alors c'était un graphique du FT hier, je crois, enfin au cours du week-end, on voit les treasuries ajustées de l'inflation, là, on voit sur la partie 30 ans, 10 ans, 5 ans est un peu en dessous, mais que les taux réels, enfin sur l'inflation anticipée, sont en train de revenir proches d'être positifs. Est-ce que ça, c'est déjà, c'est déjà un seuil ou un niveau important? Parce que les taux réels, on nous dit à chaque fois, c'est ça qui compte. Il faut que les taux réels restent modérément négatifs. Peut-être pas aussi négatifs que ce qu'on a vu dans le passé, mais il faut que ces taux réels restent négatifs. Là, on se rapproche de zéro en termes de taux réels américains. Est-ce qu'il y a une opportunité pour l'investisseur aujourd'hui sur cette partie obligataire américaine, Vincent ? Alors, actuellement, ce n'est pas un choix qu'on fait chez nous en portefeuille. On est sous-pondéré en duration américaine. Maintenant, au niveau de taux actuel aux États-Unis, je ne vous cache pas qu'il y a un débat en interne et que je pense que ce débat mérite d'avoir lieu, certainement pour des gens qui sont peut-être encore trop sous-exposés peut-être au monde obligataire aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, à terme, c'est un bon point d'entrée. Aujourd'hui, rentrer à 2,7, 2,8, 2,9, ça touche 3. Là, moi, je dis, des treasuries américaines, il faut en acheter. Même hedger contre le risque de dollar, vous êtes relativement à l'aise. Bon, évidemment, l'Europe entière envie le livret A et le fonds en euros qui donne un rendement à peu près similaire hedgé en euros. Mais enfin, si on ressort du 1,5, 1,7 en euros, moi, je dis que c'est bon à prendre. Par ailleurs, dans cette perspective de crainte par rapport à une récession à venir, s'il y a un actif qui nous en protège par excellence, c'est bien les treasuries américaines. Donc, je pense que moi, je serais quand même attentif aux treasuries américaines. Je pense qu'à ces niveaux-là, ça devient quand même vraiment attractif. Ouais. Ça peut être un des trades de l'année 2022. Je pense que ça peut être un des trades de la seconde partie de l'année 2022. Nous, pour vous donner une idée, bon, alors soyons clairs, notre objectif de taux US fin d'année, que je partageais avec vous sur ce plateau, c'était 2,25. Donc, bon, vous en parlez déjà au passé. Enfin, on verra, ça va vite dans un sens. On a revu notre copie. On n'est pas encore à 3 en termes de perspective fin d'année. Je pense que le gros du mouvement a été réalisé. Donc, je pense qu'en tout cas, ça vient peut-être à ajouter dans les arguments, peut-être pour une réexposition à la duration. Alors maintenant, la question sur les marchés d'actions, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement a déjà des conséquences sur la croissance, mais également sur l'allocation en termes de marché d'actions. Moi, là où je m'étonne, en tout cas, la résilience des marchés d'actions m'étonne, c'est une chose. La résilience, en tout cas, des perspectives bénéficiaires m'étonne. Alors, certes, il y a eu ici et là des révisions bénéficiaires, mais nous, on fait la publication trimestrielle et fin mars, je demandais à mes collègues à Londres, je me dis, est-ce qu'on ne vous a pas trompé sur les chiffres? On publie les chiffres IBES de croissance bénéficiaire. Je regardais les chiffres 31-12, les chiffres 31 mars 2022. En toute logique, on aurait dû voir ces chiffres baisser, inflation, guerre en Ukraine. Non, ils ont même légèrement monté. Donc, c'est-à-dire que le consensus a, dans le premier trimestre 2022, maintenu stable, voire légèrement à la hausse, ces perspectives bénéficiaires pour cette année. Donc on verra la saison de résultats. C'est un effet d'optique, je ne sais pas, lié à quelques gros secteurs type oil and gas ou autre, ou c'est qu'il y a peut-être un problème d'anticipation et d'analyse? Habituellement, il y a certains économistes comme analystes, c'est vrai qu'on est souvent un peu en retard sur ce type d'événement, mais enfin, la saison de résultats qui s'annonce maintenant va être un moment de vérité, surtout sur la guidance pour les prochains mois. Ça pourrait peut-être apporter un peu moins de soutien au marché financier qui vivait dans l'espoir, en tout cas, que la croissance bénéficiaire les soutiendrait notamment. Alors, en termes d'arbitrage, je pense qu'il faut en tout cas faire attention pour les marchés d'actions par rapport à ces déconvenues éventuellement sur la croissance bénéficiaire, qui serait d'ailleurs en lien avec les révisions à la baisse de la croissance mondiale. Nous, il y avait une région qu'on aimait beaucoup en début d'année, qui était notamment l'Europe, parce que value, parce que repricing des banques, parce que tous ces éléments calés sur les taux d'intérêt. On sent que depuis le 24 février, c'est un petit peu moins évident. À une seule exception près, c'est tout ce qui est finalement commodities ou tout ce qui est lié à transition énergétique. Je regarde le secteur transition, énergie verte en Europe, c'est plus 30% depuis le 24 février au soir. Donc ça, c'est peut-être encore des poches d'intérêt en Europe. Mais par contre, là où on voit de la résilience depuis le 24 février, c'est certainement aux États-Unis. Le S&P 500 était en retrait par rapport à l'Europe jusqu'au 23 février. Il est moins en baisse depuis lors. Et puis au sud, quand on parle de résilience et finalement un peu de positionnement plus défensif par rapport aux craintes qui sont les nôtres actuellement,
VIX toujours substantiellement inférieur au VIDAX, donc on a moins de volatilité, on a plus de qualité avec le marché américain qui offre un rendement sur fonds propres largement supérieur. Donc, dans les arbitrages, nous, actuels, c'est finalement de rester investi en actions, mais alors qu'on aimait bien cette thématique Europe, repricing, value et autres, on a plutôt replacé nos capitaux vers les États-Unis. Et le dollar nous donne raison. Et le dollar nous donne raison. Donc voilà, en tout cas, à court terme, des arbitrages à réaliser. Et je suis sûr qu'on reparlera des trésoreries américaines en seconde partie d'année, si en tout cas les craintes de récession continuent à se matérialiser. Grégoire, juste un Eric. point, si je peux me permettre. Je pense que justement, la révision des bénéfices, là, elle est faible. C'est-à-dire qu'on est très surpris de voir qu'ils n'ont pas révisé en baisse. Mais en réalité, je pense les analystes étaient très en retard sur la révision en hausse qu'ils auraient dû faire au premier trimestre. Parce que nous, quand on voyait des sociétés, elles étaient hyper optimistes et on se disait mais comment ça se fait qu'il n'y avait que 7% d'attente. Ils étaient en retard. Ils étaient en retard. Je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, c'est pas 7, c'est peut-être 20 qu'on aurait eu. Voilà. Et qu'en fait là, finalement, c'est 20 moins 10 et on revient au point de départ. Quoi. Et les analystes sont un peu sauvés entre guillemets par la guerre en Ukraine parce qu'ils avaient minimisé la hausse et que maintenant ils ont moins besoin de revoir en baisse. Quoi. Voilà, parce que c'était vraiment en inadéquation avec les discours qu'on avait des chefs d'entreprise. Le jeu des devises, là, parce que c'est vrai que c'est là aussi, c'est une grande différence depuis par rapport à l'année 2021 où finalement on avait une forme de neutralité sur les grandes parités de devises. Là, on voit que le Forex s'anime avec un dollar toujours plus fort face à l'euro, mais face à des devises refuges type franc-suisse, le yen aussi. Un renminbi très fort aussi. Le yuan chinois. Le yen, je trouve assez spectaculaire quand même, le dématage du yen à bientôt 130, 130 yens contre dollar, ce qu'on n'a pas vu depuis... Donc je ne sais pas... Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est des zones de tension, de friction qu'il faut quand même surveiller? Parce qu'on parle de devises majeures. La hausse du dollar. Voilà. La hausse du dollar, bien sûr. sûr. La hausse du dollar, c'est d'abord que dans le conflit, c'est encore les Américains qui s'en tirent le mieux. Que dans toutes les sanctions qu'on va faire, il faut aussi en profiter en nous vendant le gaz de schiste à la place du pétrole russe. Et qu'on commence à se dire effectivement qu'à 3% de rendement sur les trésoreries, ça vaut le coup d'acheter du dollar. Ouais. Je crois que c'est pas plus oui, c'est ça. Non, mais je veux dire, donc tous les facteurs, ça peut être excessif, mais en tout cas, c'est un excès qui. C'est compliqué une parité, mais ce qui fait, entre autres, la parité, c'est le niveau qu'on offre de la rémunération de sa monnaie, le côté valeur refuge, et puis le commerce. Plus on a besoin de commercer en dollars, et plus il monte, quoi. Donc, c'est pas forcément mauvais pour les actions européennes, d'ailleurs, cette hausse du dollar. Non. Mais oui, je suis d'accord. Effectivement, l'euro faible, c'est bon pour les... Jusqu'au jour où l'euro s'effondre et où là, ça devient... Pas qu'il s'effondre non plus, mais on n'en est pas là. On est à 10 centimes de la création de l'euro il y a 20 ans. Non, sur l'euro, moi je serais quand même assez confiant. Bon, l'inquiétude, on en parlait hors plateau, c'est peut-être aussi, j'aurais d'un désordre politique quelconque qui pourrait éventuellement y avoir lieu en Europe, mais à ce stade, on n'est peut-être pas tout à fait tous d'accord, mais enfin, c'est pas le scénario. L'Europe, en tout cas, on est d'accord sur le fait que ces derniers mois, elle a plutôt été au rendez-vous et qu'elle a plutôt donné, en tout cas, des gages de confiance aux investisseurs internationaux par rapport à la stabilité de l'euro, à la pérennité de l'euro. Bon, c'est pas un désordre politique quelconque, c'est l'élection présidentielle française qui pourrait se jouer je dis à pile ou face. Non, parce que effectivement, la question c'est de savoir est-ce qu'on sera dans la marge d'erreur ou pas ça, ce serait au jour du 24 avril. Mais la question de marché que je pose, parce qu'il faut quand même commencer à en dire un mot, est-ce que c'est un remake de 2017? Ce qui semble être un peu le raisonnement des investisseurs globaux qui font les marchés, qui se rassurent en se disant, bon voilà, c'est les deux figures de 2017, Macron l'emportait à l'époque, et puis quand bien même ce serait peut-être différent cette fois, on se rassure en se disant qu'on a encaissé Trump, qu'on a encaissé le Brexit, et que finalement, et je mets beaucoup de mesures par rapport à ça, finalement c'était pas si grave. Bon, c'est quand même des phénomènes et des situations qui ont laissé des marques et qui ont peut-être marqué pour longtemps quand même l'échiquier politique mondial. Est-ce que le marché sait mettre un prix sur le risque au sens probabilité d'une présidence Marine Le Pen versus une présidence Emmanuel Macron? Je pense que c'est difficile de mettre en prix, mais il est possible que dans la relative faiblesse à court terme, une partie de la faiblesse à court terme de l'euro soit liée à ce phénomène-là. Plus largement,
Je pense que plus largement et plus structurellement, il faut rappeler que la zone euro, il y a des élections en zone euro dans des grands pays de la zone euro de façon assez régulière. Et que dans un environnement particulièrement où le pouvoir d'achat est sous pression, eh bien, il est normal d'anticiper que le résultat des élections puisse être tiré vers une forme de populisme, avec de toute façon la possibilité d'une fuite en avant dans le populisme, par définition. Dans le populisme, étant des mesures qui, à court terme, gérer le sujet de la perte de pouvoir d'achat ou la problématique des dépenses contraintes qu'on n'arrive plus à assumer, ou alors en changeant structurellement son mode de consommation, ce qui est quand même relativement désagréable et compliqué, et y compris dans un environnement de quasi plein emploi. Donc moi je pense qu'il y a une prime de défiance dans l'euro qui est structurelle, qui doit l'être. Et c'est l'occasion pour rappeler que dans la capitalisation boursière européenne, la zone euro ne constitue que la moitié de la capitalisation boursière européenne et qu'on a toute l'autre moitié hors zone euro, avec des devises qui sont flottantes, avec des politiques économiques qui sont moins contraintes. Et donc là, on met quoi? Une partie des Nordiques, une grande partie des Nordiques, une grande partie des Nordiques, le UK, la Suisse, aujourd'hui, la Suisse, bien sûr, qui est un énorme marché action, avec beaucoup d'entreprises de très très grande qualité, et puis le Royaume-Uni, bien sûr. Et une des caractéristiques de ces pays, ce sont des entreprises qui sont des politiques économiques plus stables, des situations financières, des finances publiques beaucoup moins dégradées que celles de beaucoup de pays de la zone euro, et des entreprises qui, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, se sont battues non pas sur leur compétitivité prix, mais sur leur qualité, leur innovation, leur sens de l'innovation, les gains de part de marché au niveau mondial, et dans un environnement également où les fonds de pension étant très bien fundés dans ces pays en moyenne, ça procure une structure d'actionnariat extrêmement stable à ces entreprises, ce qui réduit leur sensibilité, leur coût de financement global. L'avantage des zones AAA+. Exactement. Et il y a beaucoup d'entreprises dans ces pays-là qui nous paraissent aujourd'hui avec des ratings equity GPS très attractifs. Le risque politique français vu des marchés, Eric? Zéro. Pour moi, c'est zéro. Aujourd'hui. Alors, en tout cas, Attoro a raison. Les investisseurs... Parce que vous êtes convaincu qu'il y a une... Non. Alors, 5 raisons. 5 raisons. Premièrement, d'abord dans les sondages, Emmanuel Macron est gagnant, donc les investisseurs parient sur une victoire de Macron. Premièrement. Deuxièmement, si tel n'était pas le cas, il faut une majorité à l'Assemblée, et personne ne pense que le Rassemblement national pourrait avoir une majorité à l'Assemblée. On se trompe peut-être, mais c'est ce que pensent les marchés. Troisièmement, Marine Le Pen ne veut plus faire sortir la France de la zone euro, donc ça rassure aussi. Quatrièmement, une fois qu'on est dans la zone euro, on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a les règles qui s'imposent à vous. Et cinquièmement, mais vous l'avez dit, Trump, le Brexit, Boris Johnson, en Europe quand même, Salvini, l'extrême droite est arrivée au pouvoir, et en plus, là c'était la carpe et le lapin parce qu'ils étaient alliés à 5 étoiles, donc je pense que les marchés en ont assez d'être pris à revers, c'est-à-dire qu'évidemment au début c'est le choc parce qu'on ne s'attend pas, et puis 2 semaines plus tard... on nous aurait dit Trump va être élu, on a dit le marché va faire 20%. Vous dites, au-delà d'une volatilité de quelques jours, si Marine Le Pen l'emporte dimanche, les choses reviendront assez vite. Il y aura un écartement du spread OAT-Bund, il faudra acheter l'OAT, je pense. Vincent, oui. Ouais. Moi, j'observe ça de l'extérieur, comme vous le savez. Je vois plutôt la dimension européenne. Enfin, tout d'abord, laissons à l'exécutif, en tout cas actuel, un excellent bilan économique à nombre d'égards. Quand même, lorsque je regarde le taux de chômage en France, le taux d'emploi, c'est quand même... Lorsque je regarde la manière dont les Français ont été protégés... Et c'est It's the economy stupid cette fois, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, on n'a parfois pas toujours conscience de ça. C'est vrai quand on est en tout cas, moi je voudrais le rappeler sur ce plateau. Quand on voit de Belgique, la façon dont les contribuables belges sont protégés face au choc énergétique, à l'inflation, en tout cas, j'aimerais bien être
être résident français, quand je vois en tout cas les mesures qui ont été déployées. Très bon bilan sur l'emploi. Et surtout, moi, en tout cas, les matières, je ne suis pas à l'aise sur des matières politiques, en tout cas mon responsable légal m'en interdit. Mais en tout cas, sur la matière européenne, excellent bilan de l'exécutif précédent. Qui eût cru, qui aurait parié sur la capacité de mettre en place un fonds européen comme Next Generation EU, donner la capacité à la Commission européenne d'émettre des obligations au nom collectif des États membres pour financer ce fonds, ouvrir cette boîte de Pandore avec l'accord des Allemands pour créer un mécanisme à terme d'eurobonds. Enfin, je veux dire, moi, je n'aurais pas parié un euro sur le sujet il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe. C'est un mécanisme qu'on entend potentiellement utiliser dans le cadre de la crise énergétique. Donc, le bilan économique local et européen est excellent. C'est évidemment parmi les deux candidats celui qui est le plus pro-européen. Et en tant que, en tout cas, européen, j'ai envie en tout cas d'avoir quelqu'un qui pousse ce projet davantage à un moment où l'Europe est challengée pour différentes raisons et le conflit en Ukraine en est donc la question derrière pour vous, c'est la question de la dynamique européenne. Est-ce qu'elle se poursuit, est-ce qu'elle s'amplifie ou est-ce que y a une forme de rupture au-delà des Français, je dirais, c'est vraiment une dynamique qui est positive pour tous les Européens. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu à ces questions jusqu'aux questions presque politiques. On reste quand même dans le cadre des marchés dans Smart Bourse chaque soir avec nos invités ce soir, je le rappelle. Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management, Gilles Bazichir, le président d'Equity GPS et Eric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles d'Ophi Asset Management.